Jungle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être au rendez-vous de Dingue de Sport sur la radio qui mouille le maillot, la 91.9, le 3w.sportfmtg.com. On se retrouve pour une nouvelle semaine, une nouvelle aventure donc. Beaucoup de joie, beaucoup de courage, surtout aux élèves qui viennent de reprendre le chemin des écoles. Merci de faire confiance à Sport FM. Excellente semaine à toutes et à tous. C'est bien Dingue de Sport de ce 26 septembre 2022. On va s'intéresser au premier acte de la journée nationale du sport au Togo. Ça a été fait le samedi 24 septembre 2022. On en parle. Journée FIFA. Le Togo a perdu 1-2 face à la Côte d'Ivoire samedi à Rouen en France. En attendant une deuxième sortie demain à Casablanca au Maroc contre le Zalan national de la Guinée équatoriale. Premier tour des éliminatoires de la CAN Maroc U23. La sélection olympique du Togo s'est inclinée 0-1 face à celle mauritanienne à Nouakchott. Match retour à Lomé ce mardi 27 septembre 2022 au stade de Kégué à partir de 16h. Entrée libre et gratuite, mais vous irez chercher les tickets devant le stade. On va analyser. Dingue de Sport invite Jonathan Sow de l'équipe de 128, Angelo Folico, Latif Yorouma et Grégoire Ratignon de la rédaction de Sport FM seront de la partie Dingue de Sport de ce 26 septembre 2022. La mise en onde est assurée par Théo Ajavon et l'homme à devant, comme toujours, est à la vidéo. Moi, je suis Franck Nouyama. Bonne arrivée. Merci de faire confiance à la référence sportive, la radio qui mouille le maillot. Dingue de Sport de ce 26 septembre 2022 vous retrouve. On vous remercie pour votre attention. Merci d'être venu, Jonathan Sow. Bonsoir à tous, bonsoir Franck Nouyama. Grégoire Ratignon, merci d'être là. Bonjour Franck et bonjour à tous les fidèles branchés. Latif Yorouma est aussi en studio, merci d'être présent. Merci Franck, bonjour à tous. On va commencer par le premier acte de la journée nationale de sport. C'était le samedi 24 septembre. Oui, on va dire tout de suite que la Covid est partie, hein, parce que le sport de masse, c'était interdit. Maintenant, oui, la porte est ouverte, on va le dire ainsi. Grégoire Ratignon, vous aviez assisté à cette première journée de la journée nationale du sport. Tout était parti avec ce que vous avez suivi d'Acti Koumé et puis le point de chute à Didogomé. Oui, cette journée nationale du sport instaurée justement par le gouvernement togolais, mais organisée donc dans toutes les communes du Togo et justement dans la commune de Golfe 7 que dirige le maire Aimé Djikounou. On a donc mis un système ou bien un programme en place pour quand même célébrer cette journée. Il a été programmé que le rassemblement c'est devant la CET ici à Tikoumé, mais finalement il y a eu donc un souci de communication. Finalement tout s'est fait donc au niveau du terrain du lycée d'Adidogomé, lycée moderne de Dadidogomé, où il y a eu plusieurs sortes de disciplines. Il y avait ceux qui jouaient au volley ou encore au badminton ou encore au foot. Oui, la marche, surtout la marche. Oui, du jogging et puis de la zumba. Comme vous savez que entre le sport et la danse c'est la même chose. Et donc le préfet, plutôt le maire donc était donc de la partie pour marcher, tout d'abord faire donc le tour du terrain du lycée d'Adidogomé, ensuite donc faire quelques exercices physiques également. C'est la sensibilisation par rapport donc à cette célébration qui a marqué justement cet événement où on a parlé donc des maladies non transmissibles ou encore l'utilité, l'importance du sport. C'est ça qui a meublé donc cette activité. Le préfet, je crois avec le préfet, plutôt le maire de la commune de Golfe 7 était là avec à ses côtés d'autres ses collaborateurs et de même que des groupes organisés. On a vu beaucoup de groupes organisés la dernière fois, des centres de formation de la zone de la commune Golfe 7 ou encore les équipes de football, les clubs féminins ou encore l'équipe des femmes foot était également là pour participer donc à cette activité. Voilà ce qu'on peut dire. Il y avait quand même de l'ambiance, il y avait une très grande ambiance la dernière fois sur le terrain du lycée. Mobilisé. Oui, la population était vraiment présente, le public était là et c'est vrai qu'il y a eu un problème de communication au départ, mais je crois que par rapport à la prochaine édition, la prochaine célébration, on verra ce que ça va donner. Allons écouter le maire de la commune Golfe 7, Aimé Djikounou.
Vraiment, c'est un ouf de soulagement pour nous d'avoir organisé cette journée, une première édition de la journée nationale du sport sur le plan national. Et chaque commune a instauré cette journée pour pouvoir réunir toutes les disciplines. Et donc, déjà, pour nous, nous sommes contents parce que c'est l'unité que nous créons au sein de la communauté. Et cette ambiance qui règne ce matin prouve qu'il y a vraiment la cohésion sociale, l'unité que prône le gouvernement, le chef de l'État, son Excellence, Faure Eswazini Gnassingbé. Et donc, nous disons que cette journée nous a permis aussi de revoir toutes les couches sociales, comment s'organiser pour pouvoir vaquer librement en bonne santé sur le plan national et dans nos communes respectives. Aimé Dikounou, maire de la commune Golfe 7, devant Grégoire Attignon. John Tissot, c'est bien, une telle initiative, oui. Il faut faire du sport pour chasser, repousser les maladies non transmissibles. Oui, c'est une bonne chose. On l'a dit lorsque le conseil en communication du ministre des Sports était dans ce même studio, on a dit que c'est une bonne chose parce que faire du sport, ça donne beaucoup plus la santé, ça permet quand même à l'homme d'être à l'aise dans son organisme et de faire beaucoup plus d'activités tout en étant détendu. Donc je pense que c'est une bonne chose et on a vu la forte mobilisation dans toutes les communes au Togo. D'ailleurs, le lancement officiel qui a été fait au niveau du stade de Kégué avec le Premier ministre, le ministre des Sports et beaucoup de personnes. Donc je pense que c'est une bonne chose et vivement que la deuxième journée, je pense le 29 octobre, connaissent quand même la même réussite et la même mobilisation. Pourquoi pas, Latifi Rouma, oui, on peut dire adieu cette histoire de Covid qui a fermé presque toutes les portes. Adieu, bon, c'est ce que nous souhaitons. Oui, mais vous savez, l'état d'urgence est toujours de mise. L'état d'urgence sanitaire, ça fait 2 états d'urgence au Togo. Il y a voilà, les savanes qui sont en état d'urgence sécuritaire et puis toute l'étendue est en état d'urgence sanitaire. Donc, c'est quand même un retour progressif à la normale. Mais, sauf que, voilà, les sports de masse, ça a été rompu, j'ai envie de dire, pendant plusieurs décennies. On n'a plus véritablement eu justement ces sports de masse. C'est un retour à ce qui se faisait, mais il faut quand même que le concept soit beaucoup plus mûri, moi je pense. Il y a une mobilisation, mais elle n'était pas forte parce que personnellement, moi je n'ai pas senti une forte mobilisation par rapport d'ailleurs à la date retenue pour justement cette journée nationale de sport. Il y a quand même un événement grandeur nature, c'est-à-dire c'est la rentrée scolaire qui était là. Il y a des mouvements, les vacanciers qui quittent, qui arrivent, les parents qui en tout cas courent de gauche à droite pour quand même faire le nécessaire. Et c'est justement ce week-end-là également qui a été retenu pour je crois cette journée. Donc pour la prochaine édition, il faudrait peut-être revoir cela. On a 117 communes. Les 117 communes également qui courent ou bien qui font tout le même jour. Ça pourrait être une semaine nationale des sports. Ça pourrait être un mois national du sport parce que lorsque vous prenez le comité national olympique, le comité international olympique, il y a quand même le mois olympique chaque année. Et donc, chaque pays prend quand même une date dans le mois sur toute la planète pour justement célébrer cette journée olympique. Donc, ça peut se réorganiser le concept et puis au-delà de tout, que ce soit un mouvement d'ensemble. Le gouvernement fait des efforts, mais c'est des efforts, moi je dis, isolés. Voilà, nos sports souffrent véritablement dans leur ensemble. Il n'y a pas d'argent dans le sport. Il faudrait quand même que le gouvernement fasse cet effort-là, les infrastructures, tout quoi. Voilà, moi je pense qu'on peut mieux faire par rapport à ce qui a été fait, mais c'est déjà un début. Félicitations quand même au gouvernement. Voilà, le premier acte de la journée nationale du sport. Tout le monde était présent, le gouvernement devant, on a fait les choses. Prochaine édition, fin octobre prochain. À la plage, hier, oui, il y avait un tournoi d'exhibition pour relancer le beach soccer.
Vous savez, le beach soccer, c'est le football qui se joue à la plage. Lorsqu'on prend la sous-région ou bien la région, finalement, je n'aime pas trop le terme sous-région. Dans la région, c'est le Sénégal qui est la référence. Je ne sais pas trop cette région est sous quoi. La sous-région, en tout cas, c'est une dénomination tout simplement pour parler donc de la région de façon plus rapprochée. Juste tout simplement, hein, la sous-région. La sous-région, souvent, c'est même en deçà de la CEDEAO. Voilà. Donc, on a fait du beach soccer à la plage. Voilà. Grégoire Tignon, il y avait de l'ambiance. Oui, il y avait quand même de l'ambiance. Vous savez, c'est vrai que c'est une première initiative de la Fédération togolaise de football. On sait que d'habitude, les dimanches ou encore d'autres jours, les gens vont à la plage jouer déjà donc à la plage, mais seulement que la Fédération n'a jamais organisé une telle activité. Donc, pour une première fois, cette activité a été organisée où on a pris déjà des équipes qui faisaient ou bien pratiquaient cette discipline, ce sport-là, le beach soccer. Donc, ça a été joué hier. Il y a eu un premier match. C'est vrai qu'il y a eu cette rencontre d'exhibition, si on peut le dire, enlevé de rideau entre les journalistes et les anciens joueurs, les anciens internationaux. On les a encore vus à l'œuvre hier, de même que les hommes des médias. Ensuite, il y a eu quand même ces équipes-là qui participaient ou bien qui pratiquaient déjà cette discipline. Le premier match qui a opposé Marina à la formation de Goliath, enlevé justement par Goliath. Et ensuite, ce deuxième match-là entre Diamond Star et puis les retrouvailles, et finalement enlevé par les retrouvailles. Mais moi, je crois que j'ai apprécié l'ambiance qui a régné quand même au cours donc de ce tournoi d'exhibition, parce que les 4 équipes-là qui pratiquaient déjà cette discipline se sont données, et on a vu quand même le spectacle et puis beaucoup de buts dans ces 2 matchs. Maintenant, l'ambiance, oui, le public était là parce que oui, c'est un dimanche et qu'on joue à la plage. Vous savez que souvent les dimanches, les familles décident de sortir un tout petit peu, se promener à la plage. Donc, ceux qui étaient là justement, les curieux, sont venus voir et ils ont donc assister à ce spectacle ou bien à cette activité organisée justement par la fédération. Latif, vous y étiez également, vous avez vu. Oui, là-bas, il y avait une forte mobilisation parce que, voilà, c'était, John, ça fait rire quoi. Il y avait, puisqu'il y avait des biscuits autour, il y avait de l'ambiance, la musique, voilà, les beach soccer, non, les beach... les beach, bon, enfin, ceux qui pratiquent, bon, les pratiquants de beach, c'est mieux. De beach soccer, en tout cas, ils étaient là. Et puis, comme l'a dit Grégoire, il y avait également des familles qui étaient sorties. On a parlé justement de... les beach footballeurs, on peut prendre l'anglais d'un côté et puis le français de l'autre. Voilà. On va mélanger. Et donc, il y avait la fédération, il y avait quand même d'autres curieux, il y avait beaucoup de monde, et puis avec tous les accessoires qui ont accompagné donc la mobilisation, tout cela. Je pense que ce n'est qu'une exhibition. Il y a encore beaucoup de choses. Il y a des gens demandaient voilà comment ça se joue, de quoi il s'agit. C'est ce que la fédération voulait en fait. Montrer que c'est ça le beach soccer. Et je pense que ça a commencé. Maintenant, il ne faudrait pas que ça soit juste un feu de paille, parce que c'est aussi là le péché au niveau de la fédération. On commence des choses, souvent on ne les finit pas, parce que d'autres vont vous dire que peut-être il y a une rubrique financière qui est là. Il faudrait peut-être justifier l'activité par rapport à cette rubrique. Je pense... Et j'espère que ce n'est pas quand même sous cet angle-là que la fédération est en train de mouvoir. Il faudrait véritablement que ça soit une politique de vulgarisation de ces disciplines-là. J'ai vu même des Burkinabés qui vivent d'ailleurs au Togo, jouer Doussama Madou, et ça nous amusait en disant voilà, les Burkinabés jouent très bien au beach soccer alors qu'ils n'ont pas de sable chez eux. Ça faisait quand même rire, mais je pense que c'est un début. Il faudrait rapidement que la fédération fasse cette démonstration. Ils ont du sable chez eux, hein. Ils n'ont pas la plage. Oui, mais ils transportent du sable chez nous, vers chez eux. Parce qu'ils n'ont pas de plage. Mais ils ont du sable chez eux. Quel sable? Quel type de sable? Parce que ici, c'est quand même un terrain. Il faut que ça soit un terrain bien aménagé. Alors, naturellement, nous, on a des terrains qui sont là. Alors,
eux, il faut quand même les aménager. Bon, ce n'est pas seulement des Ivoiriens. À partir de Tchévier et en allant, il faut aménager des terrains. Je pense que la fédération a un chantier, même si la fédération nous dit que ce n'est pas quand même un chantier trop lourd, que ça peut se faire de façon légère. Voilà, on attend la fédération dans cette vulgarisation-là. Très bien, et du beach soccer, c'est un tournoi d'exhibition, un coup d'essai pour montrer aux gens que le Togo veut donner, on va dire, une nouvelle image, une nouvelle facture au beach soccer. On va écouter le patron du beach soccer à la Fédération togolaise de football. En fait, c'est deux Hervé. D'abord Hervé Pisa qu'on vous propose. On peut dire qu'on est satisfait de cette exhibition. Comme c'est une grande première, on ne peut que s'en féliciter. Dire merci à vous les médias qui avez pris aussi le temps si court de pouvoir vulgariser l'événement, de communiquer assez, parce que j'ai vu aussi un monde que je n'imaginais pas. Alors donc on ne peut que se dire satisfait. Et je vais aussi profiter de cette occasion pour dire merci au président de la fédération ainsi qu'à son comité et dire merci aussi aux autorités de ce pays qui ont permis la chose, la sécurité, tous ceux qui ont pris part à ce tournoi. Il faut dire que le beach soccer, les anciens joueurs doivent quand même se reconvertir pour refaire leur image. Donc nous pensons très prochainement prendre langue avec Cheyi et ses compères afin de pouvoir bâtir ce projet qui nous tient beaucoup à cœur pour quand même, comme on l'a dit, l'objectif dernier lieu c'est d'avoir une équipe nationale pour participer à la CAN 2024. La CAN 2024 de beach soccer en vue. Jonatiso, oui. On s'est essayé, non? Ou bien on est juste allé voir? Franck, enfin, le beach soccer au Togo. Parce que je me rappelle en 2019, avant le deuxième mandat du colonel Guyakovi, dans le projet, il y avait le beach soccer comme l'un des piliers de ce deuxième mandat-là. Et depuis, on se pose la question à quand la matérialisation de ce projet. Et la dernière fois, on nous a quand même, premièrement avec une formation et après le lancement officiel. Et hier, le match d'exhibition qui a été joué à la plage de Lomé. Maintenant, Latif l'a dit, il ne faut pas que ça soit un feu de paille ou pour quand même justifier un financement donné, mais pour véritablement que ce beach soccer-là fait partie quand même intégrante des différents projets de la fédération. Parce qu'aujourd'hui, je m'amuse à dire ça, on a quand même des difficultés à réussir au niveau du football sur la pelouse. Mais il va falloir aussi qu'on essaie le beach soccer pour voir ce que ça va donner, parce qu'on a quand même ce tatou naturel-là, et pratiquement tous les samedis et dimanches, les gens, surtout de Côte d'Ivoire, jouent énormément dans le sable. Moi, je pense qu'on peut miser sur ça, et c'est ce qu'on a commencé. Il va falloir que ce projet ne soit pas interrompu, que ça continue pour qu'on puisse quand même avoir, comme on l'a dit, une équipe nationale de beach soccer, commencer les éliminatoires de la CAN 2024 et voir ce que vaut véritablement ces joueurs-là face quand même au grand du continent. On va donner la parole à l'autre Hervé. Lui, c'est Hervé Agboudan, qui est le secrétaire général de la Fédération togolaise de football. C'est d'abord l'engouement du public. Vous avez vu qu'il y avait eu un public fou pour regarder ce sport, cette discipline que nous pratiquons, passe par ici. Il était important à un moment donné, puisque c'est une de nos disciplines, de la lancer et de faire en sorte que le public adhère à cette discipline-là. Donc aujourd'hui, on a assisté quand même à des matchs d'exhibition qui sont de haut niveau et nous pensons que nous avons finalement définitivement lancé le beach soccer au Togo. Comment avez-vous trouvé donc justement les équipes qui se sont produites cet après-midi? C'est des équipes qui jouent d'habitude sur la plage, donc ils sont habitués au sable et l'endurance dans le sable. Donc ça a permis quand même d'avoir un jeu de très bon niveau. L'objectif aujourd'hui, est-ce que quelque part est atteint à travers ces matchs d'exhibition? On peut le dire, quand vous voyez l'engouement et puis tout ce qui a été fait autour de ce tournoi d'exhibition, on peut dire qu'on a atteint les objectifs. Mais nous pensons qu'il ne s'agit pas d'atteindre ces objectifs et de rester de rien faire. C'est de faire en sorte que ça se perpétue et qu'on arrive d'ici un an à avoir des clubs de beach soccer et pouvoir lancer une compétition, pourquoi pas un championnat, et à la fin détecter des joueurs pour former une équipe nationale de beach soccer. L'ambition, l'objectif est le même, avoir une équipe nationale pour peut-être participer à la CAN 2024. De ce que vous avez vu hier, Grégoire Attignon, on peut espérer. En fait, c'est un début.
C'est un début. Et puis ceux qui se sont produits hier, on peut dire que c'est des spécialistes en la matière parce qu'ils maîtrisent véritablement ce sport-là. Et donc c'est à partir de cela qu'on va essayer de mettre d'autres clubs en place parce que on parle de la plage et quand on sait que c'est vrai qu'il y a Kodjovia Kopé, mais il y a également Vepozo, Baguida, Dagué et autres jusqu'à Neho. Et donc on peut avoir des équipes là-bas ou encore dans d'autres localités. Il y a Tchélier par exemple, on peut avoir des équipes à Tchélier ou encore à Noaché, pourquoi pas à Kara. Mais ce sera une volonté de l'instance de la Fédération togolaise de football. Hervé a parlé de ça. Il faut rapidement penser à un championnat, mais pour organiser un championnat, il faut d'abord des clubs, ce qui veut dire qu'il faut essayer de mettre en place ces clubs-là dans ces différentes localités et essayer de faire un championnat afin d'avoir quand même une sélection digne de ce nom pour pourquoi pas participer justement aux éliminatoires de la CAN ou encore de la Coupe du Monde. Voilà, c'est lancé. C'est sûr que vous voulez ajouter, Latif? Oui, la fédération peut surfer sur peut-être un petit diagnostic. Hein. Grégoire a parlé de l'aspect géographique par rapport à certaines localités. Lorsque vous écoutez le président Hervé Pisa, il parle aussi des anciens joueurs. Et donc la fédération peut également, par rapport à sa politique... Un peu comme ce qui se fait au Maracana. Voilà, d'installation, peut-être de terrain et autres, voir également les pôles au niveau donc du pays qui regorge de beaucoup d'anciens joueurs. Et ça suppose que le fait, c'est toujours, ça revient au football. Qui sont, ou bien quelles sont ces localités-là qui véritablement ont fait de ces équipes-là ou bien de ces grands joueurs-là. Je prends par exemple Palimé, on sait qu'il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont encore là-bas. Vous prenez Atakpamé, beaucoup d'anciens joueurs sont encore là. Je ne vais pas citer ce codé là-bas, voilà, il y en a plein. Et donc la fédération peut, au-delà de ces localités qui sont voilà, sur la côte, surfer sur ces réalités-là pour pouvoir rapidement mettre en branle ce projet et puis sortir une équipe pour représenter le Togo, pourquoi pas à la CAN 2024. Pourquoi pas. La Jeunesse Club d'Agoué se donne, on va dire, un nouveau bureau, un nouveau comité exécutif dirigé par le président Agbouati, c'est ça, non? Voilà, il est élu avec 16 voix sur 16. Bon, on se dit que l'électorat peut-être de ce club n'est pas élargi, je ne sais pas trop, mais c'est 16 voix sur 16 pour le nouveau président de ce club d'Agoué. Nous irons écouter Kodio Gabriel Alagan après ce congrès électif. Notre arrivée ne constitue pas une rupture avec l'ancienne équipe. Nous comptons sur l'ancienne équipe pour évoluer ensemble. Le discours stipule que nous comptons véritablement sur tout le monde et surtout sur le bureau Sonta qui ont fait un bon travail parce que sans eux, on ne pourra pas avoir la JCA à la division 2. Et puis nous sommes très reconnaissants pour le travail qu'ils ont abattu et que nous estimons que nous pouvons compter sur eux pour franchir le cap que nous avons aujourd'hui où tout le monde veut que la JCA aille à la première division. Notre objectif également est dans ce sens et surtout de professionnaliser le football à Guénivé et surtout rendre la JCA comme opérationnelle comme à l'instar des autres clubs du monde. À l'instant, Gabriel Kodjo Alaga, il est le troisième vice-président de ce nouveau bureau de la Jeunesse Club d'Agoué. C'est bien de se mettre, on va dire, qu'est-ce qu'il faut dire, avant le championnat qui s'annonce pour bientôt, dans quelques semaines. On sait que la Supercoupe, c'est le 16 octobre à venir. Et voilà, ce qui n'est pas, je crois, évident parce que, voilà, apparemment, le chronogramme de la fédération n'a pas pris en compte l'éventualité de voir les clubs togolais au deuxième tour parce que ASCO et la SCK joueront, voilà, en aller-retour, voilà, dans cette date. Ça suppose que, forcément, la Supercoupe est bouffée par, justement, le nouveau calendrier. Parce que ASCO joue le 9 octobre. Oui, à l'aller. Et le retour, une semaine après. Voilà, ça tombe sur le 16. Ce sera dans la fourchette du 14 au 16. Voilà, ça suppose alors que ASCO forcément jouera cette super coupe du Togo. De même que la SCK. De même que la SCK. Ouais. Et donc ça suppose que forcément la super coupe n'aura pas lieu le 16 octobre. Ça suppose que la fédération va devoir repousser d'une
ou de 2 semaines. Si elle veut quand même être rigoureuse, ce sera 1 ou 2 semaines. Mais si ça va au-delà, je crois que ça rentre dans autre chose, dans des bégaiements peut-être. Maintenant, la Jeunesse Club d'Aguenivé a quand même un peu de temps parce que la première division va démarrer, je crois, 2 semaines après la Super Coupe, normalement. Non, une semaine et 2 semaines après maintenant la deuxième division entre en jeu. Ça suppose que la JCA quand même... Il va y avoir réajustement, forcément. Voilà, mais c'est déjà bien quand même pour cette équipe-là. Toujours. Pardon? Oui, toujours des réajustements. Oui. On ne prend jamais en compte des éventualités. Alors qu'on sait que des clubs sont, alors qu'on sait très bien que des clubs sont engagés, on peut quand même se dire éventuellement s'ils se qualifient, donc on peut quand même pousser. On est toujours dans l'à peu près. On est devant le fait accompli tout le temps. Donc c'est pas. Vous savez que même bon, depuis un bon bout de temps, les clubs togolais reviennent toujours. Donc la fédération. C'est un peu comme nos coupes d'Afrique des Nations. Souvent, le budget prend en compte 3 matchs. Vous voyez, ça suppose qu'on est minimaliste tout simplement. Et donc, maintenant, la JCA, cette équipe-là a eu beaucoup de soucis par rapport aux finances. Sinon, le talent, il est là de façon brute. Il n'y a pas de grands joueurs à la JCA, mais c'est des joueurs moyens qui essayent quand même de tenir quand même la dragée haute à des géants quand même. Et maintenant, lorsque vous avez un natif qui est à l'étranger, on parle de la Belgique, je crois, qui quand même respire. Je crois que cette équipe-là risque... qu'est-ce qui vous fait rire là? Respire. Oui, il respire. Les nouveaux riches qui rentrent en football. Voilà, il respire. Et là, lorsqu'on déjà vous entendez dans les bruits de couloir, comme quoi, voilà, la JCA sera donc véritablement un club de renouveau. Il y aura peut-être un bus qui est en train d'arriver. Il y aura, je crois que... Il y a eu des clubs qui ont eu des bus, mais qui n'ont rien produit. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bus, il s'agit d'avoir une bonne organisation. A eu un bus et est arrivé en première division. Oui, après, qu'est-ce qu'il s'est passé? Non, au moins la JCA peut arriver. Bon, derrière, on verra. Au moins, ils peuvent arriver. Très bien. On espère que c'est un président qui, quand il va parler, les gens ne vont pas se cacher. Ils auront le courage de parler, de lui dire ça, c'est pas bon, ça, c'est bien, on y va. Voilà, quand même beaucoup de courage à la Jeunesse Club d'Agoué. Voilà, et beaucoup d'argent attendu. Bonjour à notre ami Fonky. Fonky également, oui. C'est lui le premier vice-président. Et voilà. Donc, puisque le président est sérieux, bon, ça suppose c'est lui le président. Très bien. Le premier vice-président. À bientôt. La journée FIFA, ou bien les journées FIFA, le Togo a joué comme toujours depuis plusieurs années maintenant. Et le premier match de cette journée FIFA, c'était contre la Côte d'Ivoire la dernière fois, à l'arrivée. 2-1 pour les éléphants devant les éperviers du Togo. Commençons par écouter le capitaine du jour, Fodo Kodjo, là-bas. C'est ce qui se passe tout le temps. Dans la détermination et tout, et on a vu ça sur le terrain. C'est un match amical. C'est pas grave la défaite, mais ce qu'on recherchait, on a trouvé. Je pense qu'on doit continuer dans le même sens pour préparer notre match en mars. Je pense que c'est un coach qui est disponible, qui nous parle comme un père, qui nous booste aussi, qui nous donne la confiance. Et à nous, au retour de lui rendre la monnaie, c'est ce qui se passe tout le temps. Je suis confiant, j'ai confiance à mes coéquipiers et je pense qu'on peut le faire, on peut se qualifier. C'est notre objectif et on ira jusqu'au bout. Voilà, on ira jusqu'au bout. Fodo Kodjolaba est très confiant pour la suite. La suite, ce sera en mars prochain contre les étalons du Burkina Faso. Après lui, on va donner la parole à Alexis Romao. On a fait une bonne prestation face à une grosse nation africaine. La première heure, je pense qu'on a montré qu'on était une équipe solidaire avec de la qualité, avec de jeunes joueurs, donc plutôt satisfait. Mais bon, les résultats un peu déçus du résultat, mais bon après, voilà, comme je l'ai dit auparavant, c'est une grosse équipe de la Côte d'Ivoire avec des joueurs de haut niveau. Donc nous, on a joué avec nos armes. Je pense qu'on a bien lutté et c'est bon pour la suite de nos matchs. Ouais. Le Togo, on a un objectif. Donc moi, ce que je peux apporter, c'est simplement mon expérience, tout simplement. Donc je leur parle, ils sont à l'écoute, c'est des travailleurs et je pense qu'ils ont montré leur niveau aujourd'hui. Ouais, après, on sait que ça va être difficile, mais voilà, on sait ce qu'on doit faire pour y arriver. En plus, c'est pas loin de chez nous aussi, donc on va tout faire pour essayer de se qualifier, bien sûr. Tout dépend de nous, tout simplement. On a le destin entre nos mains, donc il va falloir bien travailler pour gagner ces matchs. Alexis Romao, le plus expérimenté de ce groupe, 17 ans déjà en sélection
38 ans pour le joueur lui-même, mais il est toujours là. Jonah Tissot, on retient quoi de ce match en attendant demain contre le Nzala National? Franck, il faut dire qu'avant cette rencontre, le coach, le sélectionneur Paulo Duarte a travaillé un nouveau système avec l'équipe. Ce que nous avons vu d'ailleurs depuis qu'il est là, on évoluait dans un 4-3-3, mais la fois dernière, on était dans un 5-4-1 sur le plan défensif qui se muait en un 3-4-3 quand on attaque. Et on a vu que les éperviers étaient quand même en place en première période. Il faut dire que les éperviers, depuis un moment, c'est une équipe qui encaisse beaucoup de buts. Maintenant, il va falloir se rassurer sur le plan défensif. Et je pense que le nouveau système a permis quand même aux éperviers, même si le 5-4-1, oui, même si ce n'est que sur un match, mais cela a permis dans un premier temps d'avoir une certaine densité sur le plan. De contenir les éléphants. Bien évidemment. Et maintenant, il reste encore du travail à faire dans ce système-là. Mais je pense qu'en première période, les éperviers ont été quand même disciplinés tactiquement. On a bien quadrillé le terrain, on a mis en difficulté, que ce soit Seko Fofana ou encore Wilfried Zaha surtout sur son côté. Mais en deuxième période, on a vu quand même la classe d'écart entre les deux sélections. Quand les éléphants ont décidé d'élever un peu le niveau de jeu, on a vu la différence. Mais je me réjouis que les éperviers aient encaissé sur quand même des individualités. On a vu Seko Fofana, ce n'est pas quand même sur... c'est du pur Seko Fofana, il a l'habitude de marquer ces genres de buts avec lance. Passement, et frappe. Se frappe après, c'est ça spécial. Et il a fait la dernière fois. Et le deuxième but, c'est quand même un penalty sur une faute dans la surface de réparation sur Wilfried Zaha, concrétisé par Franck Kessé, qui est d'ailleurs quand même spécialiste de ça. Maintenant, il n'y a pas eu de combinaison dans la défense des éperviers pour surprendre les défenseurs. Et il faut quand même dire qu'on est les premiers à tomber sur Kennedy Boateng, mais la dernière fois, il a été un peu rassurant. Il n'a pas été quand même ce défenseur-là qui se jette à tout moment. Et maintenant, il va falloir travailler surtout la transition offensive. Quand nous voulons quand même attaquer, quand nous voulons quand même mettre en difficulté l'adversaire, il va falloir qu'on soit beaucoup plus en nombre, parce que la dernière fois, on misait sur des attaques rapides, des longues balles sur Fodo là-bas, rapidement, que ce soit Fodo ou Plaka, on perdait le ballon. Et aussi, c'est un aspect aussi à travailler. On a énormément perdu de ballons, surtout au niveau du milieu de terrain avec Ouro Samsoudine qui récupère et après qui remet la balle au milieu de terrain ivoirien. Et sur également Karim Derman. Sinon, dans l'ensemble, moi je pense que c'est rassurant pour la suite, mais il va falloir quand même avoir la confirmation face à la Guinée équatoriale demain. Oui, Grégoire Ratignon, oui. Seule la discipline tactique suffit pour... avoir une sélection meilleure. Oui, il y a la discipline tactique, mais il y a également, est-ce qu'on a également des joueurs par rapport à ce que nous voulons mettre en place. Cette nouvelle vision du coach. Est-ce qu'on a des éléments pour? Oui, on me dira que oui, parce que c'est pour cela qu'il a convoqué ces joueurs-là. Et s'il a convoqué ces joueurs, justement, c'est par rapport donc, à cela. Mais moi, je n'ai pas suivi le match. Mais je voudrais dire que oui, c'est un match amical. Le résultat importe peu, mais également ça agit sur le classement FIFA. On va me dire que oui, le classement FIFA, ce n'est pas aussi alarmant en tant que tel. Mais moi, je vois un peu l'équipe qu'il a alignée la dernière fois, parce qu'il y a certains qui ne sont pas là. Donc, il était obligé de composer avec ceux-là, ceux qui sont arrivés. Et on voit aujourd'hui le résultat. Maintenant, il va falloir véritablement changer un tout petit peu les choses. Les adversaires, oui, c'est la Côte d'Ivoire et puis la Guinée équatoriale. Mais nous jouons en mars face au Burkina Faso. Comment se présente le jeu burkinabé? Dans quel schéma évolue justement cette équipe burkinabé? C'est tout cela qu'il faut chercher, bien rechercher avant justement le mois de mars prochain. Mais est-ce que les deux adversaires que nous avons aujourd'hui représentent véritablement ce que nous cherchons? C'est là la question. Donc, le match de la Côte d'Ivoire, oui, on a perdu. Ce n'est pas aussi alarmant en tant que tel. C'est la production, le comportement des joueurs sur le terrain, le comportement de l'équipe. C'est ça qui est très important. Vivement que Paulo Duarte a su voir quelque chose dans ce match qu'il faudra corriger très prochainement. Oui, qu'il faudra corriger avant mars, avant de jouer contre les étalons du Burkina Faso. De toutes les façons, la sélection burkinabé reste une sélection de l'Afrique de l'Ouest. Les éléphants également, c'est l'Afrique de l'Ouest. Voilà, peut-être que c'est ce que recherche le sélectionneur national avant d'aller voir Latif Yoromo. On va écouter le sélectionneur lui-même après ce match.
On a abordé cette match avec une stratégie différente. On a changé notre système de jeu, qui normalement c'est le 4-3. Pour la première fois, 5 joueurs pour m'entraîner parce qu'on a raté 6 joueurs à cause de passeport. On a 17 joueurs sur le stage. On a joué dans le 5-4-1, 5 balles et 3 avec balles. 3 séances d'entraînement tactique, entraînement positionnel, parce qu'on n'a pas de joueurs suffisants pour travailler avec opposition. On a fait une première mi-temps diabolique, fantastique, qui m'a fait plaisir, qui m'a donné la sensation qu'on a fait contre Cap-Vert, c'est un accident qui nous a fait beaucoup de mal, qui nous a enlevé beaucoup de confiance. Mais l'équipe a donné une réponse aujourd'hui fantastique. C'est 5 titulaires d'habitude, comme Jen, comme Thibault, comme Floyd a été, comme Ilias Bebou. Mais tactiquement, nous sommes très forts. Techniquement, aujourd'hui, dans le pressing, en haut et en bas, très consistant. Il y a un arbitre que je félicite parce qu'il est capable de transformer un grand match, une grande équipe, avec une faute claire sur Fodo là-bas. Celui seulement n'a pas regardé et qui a donné le premier but. Donc il veut même m'intimider. Moi, je parle beaucoup parfois, je sais, mais je parle avec mes joueurs. M'intimider avec un carton jaune en 5 minutes. Mais ce n'est pas ça qui me fait perdre ma manière de travailler, de corriger les joueurs et d'organiser ma équipe. Voilà, le sélectionneur national Paulo Duarte, après ce match, Latif, oui, il dit qu'il est sur les premières 45 minutes, il était diablement satisfait. Et puis, tactiquement, c'est des joueurs très forts, oui, mais sur le terrain, c'est pas forcément ça, même si c'est un match amical. Oui, je pense qu'il y a eu du mieux. Il y a eu du mieux par rapport à ce qu'on a vu, sauf que voilà, que l'entraîneur ne s'emballe pas. Il y a eu du mieux, mais souvent, sachant aussi que la Côte d'Ivoire n'arrive pas véritablement à prendre la mesure du Togo. Le dernier match amical, c'est 2 buts partout. Et puis, le dernier match en phase finale de CAN, c'était 0-0. Donc, souvent, la Côte d'Ivoire a du mal avec le Togo. Il y a cet aspect psychologique qui est là. Mais moi, ma petite préoccupation, c'est quoi? Lorsqu'on joue face à la Côte d'Ivoire à 5 derrière, qu'est-ce qu'on avait comme objectif dans le match? Moi, c'est ma question que je me pose. Est-ce que, voilà, on voulait juste faire un match... Limiter les dégâts, peut-être, oui. Écoutez, mais en mars... on ne jouera pas derrière. On ne va pas limiter les dégâts face au Burkina. En mars, c'est à nous d'attaquer. La Côte d'Ivoire, le Burkina a déjà 6 points. Nous, on a 1 point. C'est-à-dire c'est à nous d'attaquer. Vous voyez un peu, donc, c'est ce que moi je dis. Les journées FIFA sont faites pour mettre quelque chose en place par rapport aux échéances à venir. Et lorsqu'on joue 5-4-1, dans un match amical, je me dis, mais écoutez, maintenant, on a quand même le round 2 face aux langues nationales, hein, forcément qu'on jouera une attaque à outrance. Là, on verra véritablement ce que ça va donner. L'autre inquiétude aussi, c'est souvent ce perpétuel recommencement. Parce que vous prenez Asamoah qui a joué pratiquement 70 minutes sur le banc. Il a été remplacé. Vous prenez Samsundine qui est arrivé, qui a été encore remplacé, souvenez-vous, face au match face à l'Eswatini. Je me dis, la constance, c'est quoi? C'est-à-dire que la colonne vertébrale de Paulo Duarte, c'est quoi? Donc, souvent, je me dis, il y a beaucoup de changements. Vous allez voir que quand le contingent africain va arriver, parce que déjà dans l'interview il a dit, c'est un peu comme ce sont ses joueurs favoris qui ne sont pas arrivés. Donc moi je me dis, c'est ce perpétuel recommencement. Je me dis, est-ce que jusqu'alors on n'a pas toujours la formule, on peint, on défait, on peint, on défait, c'est juste ça. Mais essayons quand même de rester quand même dans cette dynamique-là par rapport à la Côte d'Ivoire. Il y a eu du mieux. On va peut-être construire là-dessus face à la Guinée équatoriale avant donc le mois de mars. Pourquoi pas? C'est le football, l'impossible n'est pas togolais. Oui, je voudrais relever par rapport à ce que Paulo Duarte a dit. Quand il dit que oui, il y a certains qui ne sont pas arrivés, où on parle donc du contingent africain, moi je me dis que c'est faux. Écoutez, on a vu comment est-ce que Paulo Duarte travaille avec ses joueurs. Ces joueurs dont on parle aujourd'hui, les Ouro, Agoro, Ismaël ou encore Nan Richard, ils viennent ici, on ne les aligne pas. On ne les fait pas jouer. Des fois, on ne les convoque même pas. Mais qu'on ne nous dise pas que c'est parce que ces joueurs ne sont pas là, c'est pourquoi il y a eu des difficultés à avoir une équipe, ou c'est pourquoi on a aligné 5 joueurs derrière. Moi, je dis que c'est faux. Ces joueurs, Paulo Duarte ne les fait pas jouer pas tous les jours.
Pas tous les jours, ces joueurs, Ouro Agoro Ismaël ou encore Nan Richard, ne sont pas des titulaires dans le choix de Paulo. Même Chakei Marouf, ce n'est pas tous les jours que Chakei Marouf est titulaire dans le choix de Paulo Duarte. Qui ne nous disent pas que c'est parce que ces joueurs ne sont pas là et qu'aujourd'hui. Il y a Zato Farid qui est appelé sous lui pour la première fois. Il y a Amevo. Farid Tchadeno plutôt. Zato Farid, c'est une vieille histoire. Voilà. C'est Tchadeno Farid pour la première fois qui arrive et donc il n'est pas véritablement dans ses anciens plans. Vous prenez Amevo Maouna qui arrive également pour la première fois. Donc, si on nous dit que c'est parce que cela ne sont pas là. C'est lui-même qui a bousculé son effectif. C'est lui-même qui a bousculé son effectif parce que quand il était arrivé, il avait un groupe avec qui il travaillait et c'est ce groupe-là qui a joué les éliminatoires de la Coupe du Monde. On a vu le travail, c'est vrai qu'après, il y a eu un premier match perdu, mais par après, on a vu la réaction de cette équipe, on a vu le comportement de cette équipe. Mais depuis un certain temps, cette équipe a été bousculée. On naturalise d'autres joueurs. Il y a Yao Anor qui est arrivé. Oui, en attendant de parler de Yao Anor, on naturalise d'autres joueurs, on écarte ceux là qui étaient ses titulaires, on met les Kennedy Boateng, on met les Samuel Asamoah, on met les Emmanuel Ockman. Aujourd'hui, on voit le résultat. Qu'il retourne à son ancienne équipe, on verra le résultat. C'est simple. Oui, John, on est toujours dans la recherche. Le Togo qui veut avoir l'oiseau rare, il semble qu'il y a un nouveau venu. Il y a Oanor qui joue du côté de l'Égypte, Ismaili. Franck, nous recherchons qui? On recherche des joueurs. Oui, non, c'est la question que moi je me pose. Le Togo a combien de joueurs à l'extérieur? Le Sénégal peut chercher des joueurs parce qu'il y en a plein qui évoluent au très haut niveau. Faisons avec les moyens de bord. C'est-à-dire? Oui, nous avons déjà une équipe. Grégoire vient de le dire. Depuis qu'il est venu, quel effectif a fait quand même la belle campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022? Même si on ne s'est pas qualifié pour le prochain tour, on était quand même deuxième derrière le Sénégal. Et on a quand même tenu en échec le Sénégal, futur champion d'Afrique après. Donc ce que moi je dis, on a quand même un effectif, même si on sait que le niveau de ces joueurs-là laisse à désirer, on a quand même un effectif sur qui le coach peut se baser pour faire des résultats. Aujourd'hui, on est à la recherche quand même des points en mars prochain. Ce n'est pas le moment, alors qu'on est à un match de la double confrontation, c'est-à-dire quand nous jouons face à la Guinée équatoriale demain, c'est parti pour mars. C'est maintenant que nous faisons venir un Yao Anor pour le voir jouer. Et si peut-être il plante un doublé, automatiquement il sera titulaire face au Burkina. Et là, il ne va pas rassurer. Il va falloir qu'on fasse avec les joueurs que nous avons. Aujourd'hui, on va trop dans la facilité. C'est ça? Non, moi on est dans un pilotage à vue. Voilà, on ne sait pas là où on va. Samuel Samuel Asamoah a convaincu face à l'Eswatini. Oui, certes, il n'a pas enchaîné comme toute l'équipe d'ailleurs face au Cap-Vert. On doit forcément l'aligner sur un troisième match pour voir véritablement sa vraie valeur. Mais on l'a mis à l'écart, on a titularisé Samsondine et puis Karim Derman. Et d'ailleurs, Karim Derman, pourquoi on pousse ce jeune? Pourquoi on pousse véritablement ce jeune-là? Oui, il est bon, mais qu'il faut lui laisser le temps, c'est ça? Véritablement des paliers. Au même moment que les éperviers jouent, il y a eu la U23. Que les joueurs... Hasard de calendrier ou bien c'est du n'importe quoi? Oui, on peut quand même le libérer pour qu'il joue avec la U23. Mais aujourd'hui, moi j'ai l'impression que l'objectif de se qualifier pour la CAN est facultatif. Moi, j'ai l'impression pour la CAN 2023. Non, je parle de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, je parle des A. Moi, j'ai l'impression que c'est en 2024, janvier, février désormais. Oui, c'est en 2024. Moi, j'ai l'impression que c'est facultatif parce que si nous voulons véritablement être en Côte d'Ivoire en janvier 2024, je ne pense pas qu'on va quand même procéder comme ça. Bien, voilà. Est-ce que le joueur est bon et il a échappé peut-être au staff technique du Ghana? Non, mais écoutez, Franck, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas contre ces joueurs-là qui viennent en équipe nationale. Mais écoutez, nous, on parle d'un joueur, on nous dit qu'il a été meilleur buteur du championnat ghanéen, qui a un nom ghanéen et qui n'a jamais été convoqué en équipe nationale du Ghana. De sélection locale, qu'il a joué avec la sélection locale du Ghana. Écoute, s'il reste un bon joueur, je vous dis que cette équipe du Ghana... Le Ghana a besoin de joueurs, actuellement. Je ne suis pas contre le joueur, mais moi, c'est la manière dont on écarte d'autres joueurs en équipe nationale, pensant que ceux-là qu'on fait venir, ils sont les meilleurs. Écoutez, on a vu Kennedy Boateng, on a vu ses matchs.
face à l'Eswatini, face au Cap-Vert, même bien avant, lors du stage d'Antalya face au Bénin. Comment il a été balayé par l'attaquant béninois. Comment il a été balayé ici par les attaquants capverdiens. Mais ceux-là qui jouaient avant, est-ce qu'ils ne tenaient pas leur place? Je ne suis pas contre la venue de ces joueurs, mais il va falloir que Paulo Duarte fasse extrêmement attention parce que nous parlons d'une qualification. L'objectif assigné à Paulo Duarte, c'est la qualification pour la CAN 2024. Il va falloir qu'il réalise cet objectif-là d'abord, avant qu'on ne voie la suite. Moi, j'ai l'impression que le Togo devient, l'équipe nationale devient un magasin un champ d'expérimentation. Alors que on fait appel à tout le monde. Oui, alors que normalement, les lycéens qui viennent donc de l'Europe, quoi. C'est-à-dire, non, écoutez, les Traoré qui sont venus, qui sont repartis. C'est trop facile. On parle quand même d'une équipe nationale. C'est trop facile. Le maillot, écoutez, la tunique jaune, ce n'est pas, c'est un maillot fétiche. Vaudou, ce n'est pas tout le monde. Quand tu n'as pas les 32 dents, tu ne peux pas. C'est quand on force, on a parlé de Karim Derman, c'est un joueur plein de talent. Mais il ne faut pas quand même, comment on dit, faut lui laisser le temps. Il ne faut pas brûler les états. Écoutez, ce jeune-là aurait pu servir hier face à la Mauritanie. C'était plutôt samedi, face à la Mauritanie. Et puis derrière, ça reste quand même un match. Derrière, il reviendra au jouer pour l'équipe nationale du Togo. Mais écoutez, on l'amène jouer en journée FIFA. Il marque un but, on nous dit il a marqué. Ce but-là compte quoi? Ça compte pour du beurre. Alors qu'il aurait pu marquer justement ce but-là à Nouakchott. Donc moi je me dis, c'est comme on ne sait pas véritablement ce qu'on veut. La fédération aussi doit recadrer à un moment donné le staff technique. Ça rentre trop, ça sort trop, ça rentre trop, ça sort trop. C'est pas possible. Parlons d'ailleurs des U23 qui ont un match retour ici. Mais bon, globalement, on ne sait pas trop. Et il semble qu'à l'arrivée, l'entrée sera libre et gratuite, mais il faudra récupérer les tickets d'abord avant de... C'est demain, au stade de Kégué, à partir de 16h. Oui, justement, par rapport à cette équipe aussi, et par rapport à la compétition, moi je me dis, quel est l'objectif de la fédération? On a engagé cette sélection dans cette qualification. L'objectif, c'est quoi? Si on a véritablement un objectif digne de ce nom, se qualifier pour la CAN U23, je crois que cette histoire-là de Karim Derman devait être réglée. Il revenait quand même à la fédération de dire au sélectionneur national, non, nous avons quand même un objectif ici, c'est de qualifier le Togo pour le deuxième tour des éliminatoires. Selon mes informations, on a fait appel, ou bien on l'a rappelé à Paulo Duarte, il a dit qu'il a besoin du joueur. Pour les 2 matchs amicaux. Mais c'est pour ça que je dis, si on veut suivre la logique, normalement, Karim Derman devrait jouer avec les U23. Entre un match officiel et un match qui va servir quand même, même si on sait que la finalité c'est mars, mais dans l'immédiat, le plus important, c'est quand même les U23. Et pourtant, Paulo Duarte, je crois, selon les décisions de la fédération, selon les décisions du ministère des Sports, Paulo Duarte est le superviseur de cette équipe des U23. Mais finalement, il supervise quoi? Parce que c'est lui qui a amené cette équipe en stage à Antalya. Et on a laissé le staff technique. Est-ce qu'on a nommé le staff technique à l'époque, même le staff? Non, on n'avait pas encore nommé le staff technique quand il a mené l'équipe là en stage à Antalya. Et l'équipe là a disputé 2 matchs. Et a gagné avec les Karim Derman et les Thibaut Cligé. Et ce communiqué par rapport au match de demain au stade de Kégué, match Togo-Mauritanie, entrée libre et gratuite dans le cadre du match retour du premier tour des éliminatoires de la CAN U23 qui oppose le Togo à la Mauritanie ce mardi 27 septembre 2022 à 16h. Au stade de Kégué, la Fédération togolaise de football a décidé, en collaboration avec l'organisateur du match, de subventionner l'intégralité des billets d'entrée. Ainsi, l'accès au stade est libre et gratuit sur présentation d'un ticket à retirer le jour du match à partir de 13h. Au stade de Kégué. Voilà un peu la situation. On a comme l'impression que la qualification de cette équipe, ce n'est pas un objectif premier. Et pourquoi on l'a engagé? Pourquoi? Pour qu'elle apprenne. Vous savez, souvent, quand vous posez l'acte, vous ne pouvez plus vous dérober. Parce que si vous vous dérobez, c'est des sanctions qui arrivent. Donc, je me dis, oui, à un moment donné, il faut être sur tous les tableaux, mais ne pas peut-être briller sur tous les tableaux. Sinon, je me dis, ce n'est pas seulement Karim Derman, mais vous prenez également Kevin Denke. Il n'a même pas joué la dernière fois. Il n'a même pas joué. Il aurait pu également jouer pour les
U23. Ça n'a pas été fait malheureusement. Il n'y a pas eu un seul match amical il n'y a pas eu un seul regroupement justement pour ces U23. Donc je me dis, nous sommes dans les essayages. Voilà, c'est comme au magasin. Vous allez vous essayer. Si vous avez votre taille, vous prenez. Très bien. On va voir la suite, ce que ça va donner, sauf que beaucoup disent que ce n'est pas bien fait. Et voilà, Paulo Duarte devait libérer ce joueur-là, Karim Derman pour les U23, mais ça n'a pas été fait. On verra si le Togo peut retourner la situation demain au stade de Kégué. Allez-y, supportez cette équipe. C'est entrée libre et gratuite. Vous retirez les tickets au stade de Kégué à partir de 13h. John Atisso, merci d'être venu. Grégoire Attignon, Latif Yorouman et Loma Dovon. Allez, Théo Javon, à bientôt.